Chers amis internautes, il est de certaines questions que l'on peut toujours poser de façon simple. On peut se demander par exemple, est-ce que la protection de l'identité numérique participe d'une bonne cyberdéfense? Et oui, on va enfoncer une porte ouverte, on va dire oui. Ça va néanmoins vous rappeler les souvenirs de baccalauréat philo. Vous savez, on avait toujours des sujets de philo qui commençaient par « en quoi ?» En quoi? Parce que là, ça change tout. Eh oui. Parce que la question a l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais on va vous demander en quoi est-ce que la bonne protection de son identité numérique contribue à une bonne cyberdéfense. Voilà. Alors, vous êtes bien conscient que là, on a un sujet qui, pour la plupart des professionnels de l'IT qui nous écoutent, a l'air d'être pas loin de l'enfonçage de porte ouverte. Hein, d'accord? Bon. Mais vous, vous êtes impliqué dans cet écosystème avec des solutions concrètes et pragmatiques. Alors, je voudrais simplement commencer par vous poser la question du sujet, puisque vous l'avez choisi. Hein, voilà. Et nous expliquer, avec, dans un premier temps, un maximum de pédagogie, pourquoi vous avez choisi de poser cette question, pour bien nous faire comprendre quels sont les éléments de réflexion et d'outillage intellectuel que vous avez décidé de nous apporter aujourd'hui. Qui c'est qui commence? C'est Pascal Collin? Allez. Pascal Collin, directeur général d'Open Trust. En quoi? Eh bien, d'abord, déjà, pour se projeter dans l'avenir, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On a une multiplication des communicants, donc bientôt on sera tous connectés à tout, donc tout étant les objets. Sachant qu'on n'est vraiment pas très loin d'ailleurs. Oui, mais je pense qu'on n'a encore rien vu. D'accord. On n'a encore rien vu puisque on est dans les centaines de millions d'objets connectés, on va être dans des centaines de milliards bientôt. Et donc, un des sujets très préoccupants, c'est à qui je cause, avec qui je communique, avec qui je fais la transaction. Ça paraît beuhabesque, il n'en reste pas moins que c'est un des problèmes de fond. Donc il faudra... Donc là, vous avez posé l'enjeu. Attention, voilà. Quelques centaines de millions, ça va passer à quelques centaines de milliards. Bon, la cause est entendue. Quand vous dites bientôt et on n'a rien vu, c'est à quelle échéance? À quelle échéance les choses sont-elles en train de s'accélérer exponentiellement telles que vous les prédisez? C'est un processus continu qui a commencé et qui va s'accélérer avec notamment la multiplication des objets en cloud, enfin connectés en cloud. Pour l'instant, on est encore beaucoup sur des systèmes d'information qui communiquent avec des objets et puis on arrive à la phase où les objets vont communiquer entre eux. Alors, nous avons aussi Stéphane de Saint-Albin avec nous. Alors, je ne dis pas qui vous êtes parce que nos amis internautes voient bien que cette vidéo se trouve dans un wall, une page web, dans laquelle votre identité numérique est évoquée. Vous n'avez pas triché, cette identité numérique est bel et bien en cohérence avec votre véritable identité. Ça tombe bien, on voit votre trombine à l'image. Hein. Stéphane de Saint-Albin, pourquoi avez-vous aussi choisi ce sujet? Pourquoi est-ce qu'il vous semblait... On reste sur le thème des enjeux, bien sûr, on va creuser un peu après. Pourquoi avez-vous choisi ce sujet? Pourquoi est-ce qu'il vous a semblé fondamental de vous impliquer là? J'ai répondu d'abord à l'invitation de Pascal, que nous sommes membres tous les deux du club Exatrust des éditeurs français de logiciels de sécurité. Et nous avons des approches complémentaires sur la question. Du côté de Denial, le sujet, c'est la protection de l'information. Et pour protéger l'information, eh bien, il faut savoir à qui elle est destinée, qui a droit à cette information, de manière à être capable d'appliquer les bons moyens de contrôle sur les accès qu'on donne aux utilisateurs ou aux objets qui participent de notre vie connectée. Et il faut aussi être capable de stopper les tentatives d'usurpation ou les tentatives d'utilisation de cette identité authentifiée pour perpétrer des attaques. Alors, je vais vous donner un exemple. Là, je reçois parfois sur le plateau Tech Talk des gens qui sont dans le community manager et qui, pour le coup, méritent largement le qualificatif de geek. Hein. Et j'ai eu une histoire absolument édifiante il y a un peu plus d'1 an et demi. C'est une nana d'une trentaine d'années qui, en l'occurrence, enseigne à la fac les techniques de webmastering, community management, qui est vraiment là-dedans. Hein. Et puis, on a usurpé son identité. Elle a porté plainte, elle a cherché à droite, à gauche, elle s'est demandé mais qui peut me haïr à ce point-là, etc. Elle s'est aperçue que c'était sa colocataire. Bon, alors je vous dis ça parce que quand on parle d'identité numérique, on a l'impression que beaucoup de choses relèvent du bon sens. Hein. Je vais faire gaffe, je vais bien gérer mes adresses mail, je vais en faire une spécifique pour tel site, telle communauté, etc. Bon, évidemment, c'est ce que le commun des mortels dont je fais partie est capable de dire. S'il vous plaît, comment est-ce que ça vous fait réagir ça alors? Qu'est-ce que vous avez envie de me dire là, par rapport à ce genre d'exemple? En fait, c'est d'associer cette identité à un objet de sécurité
qui soit contrôlable. C'est-à-dire typiquement une usurpation d'identité. Alors, plutôt dans le monde de l'entreprise, ça veut dire quoi? Je vais révoquer cette identité. Donc je ne peux plus en faire usage. Ça, c'est fondamental parce que le vrai problème de l'usurpation, ce n'est pas tellement qu'on est usurpé, c'est qu'on fasse un mauvais usage de l'identité usurpée. Donc la première réaction, c'est associer par exemple un certificat électronique, je révoque le certificat, je ne peux plus faire usage. Terminé, tous mes droits tombent. Alors, là je vous interromps pour vous demander, qu'est-ce que vous proposez? Où est votre valeur ajoutée là-dessus? C'est le moment de le dire, de nous expliquer d'abord ce que ça implique ces certificats électroniques et ce que vous faites chez OpenTrust. Ouais, alors chez OpenTrust, on délivre des identités numériques à base de certificats électroniques. Ça veut dire quoi? En gros, c'est le même process que la délivrance d'une carte d'identité. Je présente mon pédigré. Alors, il y a des niveaux de sécurité plus ou moins élevés. Si je veux faire une transaction, juste acheter 100 € sur Internet, c'est pas grave. Si je veux accéder au patrimoine informationnel d'une entreprise, c'est plus grave. Donc dans ce cas-là, je veux délivrer l'identité en face à face. Et cette identité numérique, elle est sécurisée, c'est à base de crypto asymétrique. Je ne rentre pas dans le détail technique, mais c'est du haut niveau de sécurité. Et c'est souple d'usage, c'est surtout ça, c'est souple d'usage. Si j'ai un pépin, quelqu'un qui quitte l'entreprise, quelqu'un qui a perdu son identité, par exemple, sur une carte à puce, c'est pas grave, je révoque et j'en refais une autre. Voilà le principe en gros. D'accord. Alors, vous pouvez me donner un cas concret? Voilà, admettons que je sois à la tête d'un département dans une entreprise qui a recruté 5 ou 6 community managers parce que voilà, je suis une entreprise très avancée dans la réflexion sur le social CRM. Admettons, tenez même que je sois Air France, parce qu'ils le font beaucoup. Ils ont des gens qui défendent la marque, les couleurs de la marque dans les réseaux sociaux. Comment votre offre va les aider à se prémunir d'un usage détourné de la marque Air France pour répondre à des clients dans certains médias sociaux? Allez, donnez-moi un exemple. Alors, il y a plusieurs techniques. Là, si c'est à large diffusion, je pense immédiatement, par exemple, à signer ces déclarations, ces écrits, parce que personne ne pourra les modifier et on peut vérifier que ça a bien été... on peut vérifier en fait la source. Même dans les médias sociaux? On peut signer dans n'importe quel... On peut signer ce qu'on veut à partir du moment où c'est alors du comment numérique. on le signe concrètement? Même un tweet? Même un... Oui, on peut signer ce qu'on Ah veut. bon alors comment ça marche? Il suffit d'avoir un certificat électronique Ouais. et puis de l'activer avant Je veux dire, elle est où signature. la signature? Elle se trouve où? La signature se trouve, alors soit sur, la plupart du temps maintenant c'est un dispositif en cloud qui vient signer le... Voilà, d'accord. Voilà. Donc elle est dans le cloud. Oui, bien sûr. Et donc c'est une sorte, alors évidemment, moi je suis total béotien, mais vous voyez, c'est utile. Hein. Vous pouvez faire la cybersécurité pour les nuls, là, vous voyez. Ouais, c'est ça qui est bien. Bon. Mais donc tout mon flux d'informations va passer par un cloud, le vôtre. Donc vous proposez une solution en mode SaaS? Oui, mais pas forcément tout le flux d'informations. Le dispositif de signature va venir en cloud. Le dispositif, d'accord. Ouais. Alors là, vous dites pas toute l'information, c'est bien que vous disiez ça parce que comme ça, vous rassurez les entreprises. Vous leur dites attention, c'est pas tout qui passe par chez nous. Nous, c'est juste la signature, c'est ça? Oui, de toute façon, la confiance numérique, ça passe par le contrôle de l'information. S'il n'y a pas la sensation du contrôle de l'information, il n'y a pas de confiance numérique. Ah voilà. Alors là, le mot important a été lâché, la confiance. Bon, de toute façon, c'est dans toutes vos marques, hein, OpenTrust, Exatrust. Bon, alors on va passer la parole à Stéphane de Saint-Albin. Justement, tout ça, la cybersécurité, c'est finalement le mot technique qu'on emploie nous ici sur un salon comme le FIC pour parler de ce qui intéresse le commun des mortels dont je parlais tout à l'heure. C'est la confiance dans le numérique. Hein. Alors, on a du chemin à faire encore pour améliorer la confiance? Oui, clairement, on peut le voir tous les jours lorsqu'on entend parler de vol d'identité, de vol de carte bleue, de vol d'informations personnelles qui sont importantes pour chacun d'entre nous dans notre vie privée ou dans notre vie professionnelle. Et clairement, donc le travail que fait OpenTrust pour faciliter le déploiement de certificats qui vont authentifier ou certifier que vous êtes bien qui vous êtes, il va de pair avec un travail que nous faisons chez Denial ou que d'autres font pour faire en sorte que l'information qui circule par l'intermédiaire de ces applications qui sont des applications web ou mobiles mais qui utilisent les technologies du web ne vont pas partir dans des directions indues. C'est-à-dire qu'on ne va pas se retrouver en situation où mon information personnelle peut être piratée, peut être interceptée
et utilisé ensuite à mon insu. Alors, puisque le thème c'est celui de la confiance, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire que finalement ce que vous proposez, ce n'est pas qu'une solution technique, mais c'est un dispositif qui permet de conscientiser les usagers, c'est ça? Alors, est-ce qu'on peut développer sur le thème de votre accompagnement? Parce que, si je comprends bien, vous bornez pas à donner un outil à l'entreprise. Hein. Vous leur donnez en quelque sorte des guidelines pour que les collaborateurs, si on parle de l'entreprise, se comportent mieux dans l'usage qu'ils font de ces outils-là. Alors, vous pouvez me donner quelques aperçus de cette méthodologie, de ce dispositif d'accompagnement? Oui, alors déjà, dans le processus de délivrance d'une identité numérique, si on ne la scénarise pas, si on ne sensibilise pas l'utilisateur futur avant de lui donner, il va plutôt voir une contrainte qu'un avantage dans l'usage. Donc c'est essentiel d'expliquer à quoi ça sert une identité numérique protégée et finalement, surtout lui expliquer les avantages que ça représente dans sa vie de tous les jours. Bon. Alors évidemment, quand j'utilise par exemple le même dispositif pour à la fois me loguer sur mon poste de travail et en même temps signer électroniquement mes propositions commerciales, par exemple, je vois tout de suite l'intérêt parce que ça me fait gagner du temps dans mon business. Mais il faut aussi que ça s'accompagne du fait que si je ne le fais pas, c'est quoi les conséquences? Mais c'est évident que la sécurité, c'est pas seulement de la technique, c'est pas seulement de l'usage, c'est du comportement. Alors une fois n'est pas coutume, on est dans un secteur d'activité où on est bien aidé par la réglementation européenne. Oui. J'ai vu passer des tweets dans le contexte de cet événement où on parle du projet de règlement européen sur l'identité numérique. Alors, et notamment la signature numérique. Alors, est-ce que ce projet aura un impact en France? Si oui, lequel? Oui. Je vous laisse répondre tous les deux, peut-être à tour de rôle, chacun selon son prisme. Alors, oui, pourquoi? Pour la première fois, on va avoir une reconnaissance des identités numériques en Europe, sur les 28 États membres, et la même chose pour la signature électronique. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple business. Une PME du Cantal, elle va pouvoir signer un contrat avec une PME grecque ou finlandaise sans jamais la rencontrer. Elle sait que son contrat, il aura une valeur en France, il aura une valeur en Finlande. Ça change complètement la zone finlandaise de la PME en question, des deux d'ailleurs. Voilà ce que ça va changer. Ça, c'est un parfait exemple, en effet. J'ai plein d'autres exemples. En fait, d'ailleurs, est-ce que vous pourriez aussi nous dire quand est-ce que ça va être concrètement mis en œuvre, que n'importe quel entrepreneur, moi y compris, je fais partie des tout petits entrepreneurs qui sont concernés, pas simplement les grandes entreprises, si j'ai bien compris. Bien sûr. Quand est-ce que ça va changer? Quand est-ce que ça va être quelque chose d'accessible et de compréhensible pour moi? Alors le règlement va être signé normalement au premier trimestre 2014, disons au premier semestre pour être sûr. C'est l'Europe, des fois il y a quelques retards. Ensuite, il y a le temps de mise en œuvre dans les États membres. Ça va être variable selon les pays, mais disons que dans 18 mois, ça sera complètement déployé. Alors peut-être Stéphane de Saint-Albin pour nous donner d'éventuelles anecdotes ou exemples parlants concernant le futur des identités, des objets connectés. Parce que l'identité, ce n'est pas simplement celle de la personne, c'est aussi celle des objets connectés, faut-il le rappeler? Absolument. Et donc là, je pense qu'il y a, comme on l'évoquait tout à l'heure, un monde à découvrir, non seulement en termes de nouveaux services qui vont être apportés par tout un chacun sur la base de ces outils, de ces objets qui communiquent entre eux et qui communiquent avec, via le cloud, via un dashboard personnel, des moyens de gérer sa vie électronique, non seulement son identité mais aussi le reste de son activité électronique. Ça ouvre aussi un certain nombre de portes en termes d'abus et de risques qu'on a à peine commencé, je pense, à évaluer. Mais quand vous voyez les risques ou la facilité avec laquelle un pirate va pouvoir utiliser cette connexion, cette connectique pour trouver l'information, prendre le contrôle de ces objets, non seulement donc, usurper votre identité, mais aussi prendre le contrôle des objets qui communiquent avec vous, sur lesquels vous appuyez, ça peut faire très peur. Et je pense qu'il faudrait... On ne sera pas forcément vigilant sur tous les objets qui vont nous entourer, d'abord parce qu'il y en aura beaucoup, et parce qu'on met un soin différent à se protéger soi et à protéger les objets. Mais c'est vrai que les objets nous touchent et peuvent à un moment donné nous mouiller dans un crime
involontaire. Absolument. Et puis, mais imaginez que les conséquences en termes de sûreté, vous avez des voitures aujourd'hui on en parlait l'autre jour avec Pascal, qui ont toute une identité numérique avec des systèmes, des sous-systèmes qui communiquent entre eux, qui communiquent éventuellement avec l'extérieur. Si demain un pirate prend le contrôle de votre voiture et freine à votre place ou accélère à votre place, vous imaginez les conséquences dramatiques que ça pourrait représenter. Alors pour terminer, vous savez que nous faisons appel à l'intelligence collective, hein, parce que ceci n'est pas un plateau télé, ceci est un prétexte à engager la conversation avec les décideurs de l'IT, les gens qui s'intéressent à vous, qui s'intéressent à nous, etc. Next Step, on va se revoir. Ça pourrait être sur quel sujet ? Vous pourriez nous proposer un sujet qui serait digne qu'on en fasse un plateau télé avec plusieurs intervenants ? Proposez-nous une idée, ça sera en guise de synthèse pour qu'on puisse avoir un nouveau rendez-vous. C'était un peu mon introduction là. Comment on perçoit la croissance des objets communicants qui vont être en milliards. Je disais, reprenons par exemple. Oui. C'est un sujet qu'on va faire ensemble. Oui, absolument. Et l'histoire de la voiture. Aujourd'hui, tous les constructeurs automobiles mettent des identités dans les voitures, mais pour converser entre la voiture et le système d'information du constructeur. Mais demain, ce sont les voitures entre elles qui vont communiquer pour soit éviter des collisions, soit faciliter l'accès des secours à un lieu d'accident. Et là, on comprend tout de suite que, bien sûr, c'est bien d'avoir des identités sécurisées, il faut quand même faire gaffe à l'anonymat, parce que sinon on pourrait tracer tout le monde en fonction de l'identité de la voiture. Et donc, il y a des sujets extrêmement intéressants qui associent identité et anonymat. On va se revoir en studio à Paris, hein. Donc vous signez tous les deux, je le cite pour nos amis internautes, c'est bon, hein? Oui, j'en ai d'autres si vous voulez. Ah oui, bon alors vous m'en donnez un pour la route vite fait, parce qu'on est un peu en retard. Pour la route. Le sujet, à mon avis, qui mériterait un petit débat collectif, c'est de savoir si le fait d'être authentifié est significatif ou suffisant pour considérer qu'on est sûr, qu'on est sécurisé. Je pense qu'il y a un débat. Il y a peut-être des mythes ou des présupposés dans ce domaine qui méritent d'être évoqués. Donc le fait d'être authentifié est-il une condition suffisante, par exemple, de sécurité ? Est-ce que le fait d'être identifié veut dire que je suis sécurisé ? La réponse est non, mais on n'a pas le temps d'en parler maintenant. Non, mais derrière cette idée, il y a l'idée de complémentarité des offres. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a créé Exatrust, parce que on ne peut pas sécuriser tout avec une brique techno, avec un ensemble oui, mais pas avec une brique. Voilà. Alors oui, Exatrust, c'est de l'intelligence collective. Voilà, absolument. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Donc, engagez-vous dans les prochains sujets en posant vos questions. N'hésitez pas à les challenger. Ils viendront avec d'autres camarades de leur réseau et on pourra approfondir le sujet. Deux sujets, comment comprendre et gérer la croissance des objets connectés et leurs impacts. Et second sujet proposé par Stéphane Saint-Albin, le fait d'être authentifié est-il une condition suffisante de sécurité ? J'attends vos questions, on va bien s'amuser. À bientôt.